Je me lance, on va commencer le webinaire. Donc, notre portrait 2024 qui s'intitule Dans quels environnements grandissent les tout-petits au Québec permet, sans surprise, de décrire les environnements dans lesquels grandissent les enfants qui sont âgés de 0 à 5 ans au Québec. Donc, le portrait offre des informations sur leur environnement familial, leur milieu de résidence et sur leur milieu de garde. Donc, toutes les données qu'on présente là sont les données disponibles les plus récentes. Donc, la majorité des données présentées dans le portrait proviennent d'une part du recensement de la population de Statistique Canada, d'autre part d'enquêtes populationnelles qui sont menées par l'Institut de la statistique du Québec, comme les grandes enquêtes que vous connaissez, l'ECDEM, l'ECPEM, l'ELDEC, et aussi d'enquêtes populationnelles menées par Statistique Canada, comme l'enquête canadienne sur les mesures de santé. Et finalement, on a aussi certaines données qui proviennent de documents administratifs. Donc, le portrait contient près de 100 indicateurs au total. Évidemment, là, aujourd'hui, je ne vais pas vous les présenter au complet, mais on en a sélectionné là, quelques-uns au fin du webinaire. Donc, tout d'abord, de qui parle-t-on quand on réfère aux tout petits au Québec? Donc, quelques données là, sur les tout petits au Québec. D'abord, le nombre de naissances dans l'ensemble du Québec est passé de presque 89 000 en 2013 à presque 78 000 en 2023. Donc ça représente une diminution de 12% sur une période de 10 ans. Et puis, au Québec, toujours en 2023, on comptait près de 515 enfants âgés de 0 à 5 ans. Donc, ce nombre est resté relativement stable entre 2013 et 2018, puis il tend à diminuer depuis 2018. Donc, on va maintenant passer au premier environnement à l'étude dans le cadre du portrait, l'environnement familial. Donc, pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à l'environnement familial? Donc, le milieu familial d'un tout petit va comprendre ses parents, ses frères et sœurs, les membres de sa famille élargie. Le milieu familial va avoir une influence déterminante sur le développement des tout-petits. Donc, plus précisément, des facteurs précis comme les caractéristiques de la famille, la qualité des pratiques parentales et le soutien social vont avoir des effets sur le développement des tout-petits, mais aussi sur leur santé et sur leur bien-être. Donc, pour toute la présentation, les bonnes nouvelles ou les aspects qui sont plutôt encourageants vont être identifiés par une fleur dans le coin supérieur gauche, comme vous pouvez voir ici. Puis, à l'inverse, les moins bonnes nouvelles ou les aspects un peu plus préoccupants vont être identifiés par des nuages de pluie. Donc, on va maintenant analyser quelques données plus en détail pour l'environnement familial, puis on va commencer par les aspects encourageants, notamment l'aspect qui touche au régime québécois d'assurance parentale ou le fameux RQAP. Donc, on voit que de plus en plus de pères et de mères profitent du RQAP. Donc, en 2021, pour 2 naissances sur 3, donc 66% des naissances, ce sont les deux parents qui ont bénéficié d'un congé payé par le RQAP. Pourquoi est-ce que cette donnée est encourageante? Parce que le RQAP favorise la présence soit d'un des deux parents ou des deux parents durant la première année du tout petit. Donc, ce type de mesure-là va vraiment favoriser le développement du lien d'attachement, des compétences parentales et aussi du développement global du tout petit. Donc, en d'autres termes, c'est vraiment un bel exemple de politique publique qui fait du bien au tout petit. Donc, on va maintenant passer à quelques données qui touchent à la situation économique, la situation socio-économique des familles. Dans un premier temps, on va regarder le revenu médian, des familles. Donc, en 2020, le revenu médian pour les familles avec au moins un tout petit était de 89 000 après impôt. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la moitié des familles avaient un revenu plus élevé que 89 000 et que l'autre moitié avait un revenu plus bas que 89 000. Ce revenu médian-là a augmenté depuis 2005, où il était de 63 100 $
Et ça, c'est en dollars constants de 2020. Donc ça nous permet là, de comparer les deux années ensemble. Et puis ça, c'est une bonne nouvelle parce que les enfants qui vivent dans un ménage à faible revenu sont moins susceptibles d'être vulnérables dans au moins un domaine de développement. En ce qui a trait maintenant aux ménages à faible revenu, la proportion de tout-petits qui vivent dans une famille à faible revenu a diminué entre 2011 et 2022, donc passant de 16,3% à 11,4% en 2022. Vous pouvez voir aussi là sur le graphique que le point le plus bas est associé à l'année 2020. Donc, cette plus basse proportion de tout-petits qui vivent dans une famille à faible revenu pourrait être attribuable notamment là, aux mesures d'aide financière temporaire qui ont été versées aux familles pendant la pandémie, comme la prestation canadienne d'urgence ou la fameuse PCU, qui ont permis de compenser le contexte financier difficile en 2020 et en 2021. Ceci étant dit, on a tout de même des aspects plus préoccupants dans l'environnement familial des tout-petits, et c'est le cas pour l'insécurité alimentaire. Donc, la cause principale de l'insécurité alimentaire, c'est le manque d'argent. Mais c'est quoi en fait l'insécurité alimentaire plus précisément? En fait, c'est un continuum de situations. Donc, la sécurité alimentaire peut inclure, dans un premier temps, les familles qui vivent avec de l'incertitude, qui ne savent pas si elles vont avoir assez d'argent pour manger d'ici la fin du mois. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle l'insécurité alimentaire marginale. Il y a aussi les familles qui vont sacrifier la qualité ou la quantité d'aliments par manque d'argent. Ça, c'est ce qu'on va appeler l'insécurité alimentaire modérée. Et finalement, l'insécurité alimentaire grave va référer aux familles qui doivent sauter des repas ou se priver de manger pendant plusieurs jours. Donc, en 2022, comme vous pouvez voir sur le graphique, près d'une famille sur cinq, donc presque 20% des familles qui ont au moins un tout petit, étaient en situation d'insécurité alimentaire, qu'elle soit marginale, modérée ou grave. Donc ici, c'est important de noter là, qu'il n'y a pas de différence significative entre les différentes années. Donc, l'évolution temporelle est à interpréter avec prudence. Puis ça, c'est une situation préoccupante parce que les tout-petits qui vivent dans l'insécurité alimentaire vont être davantage à risque de présenter certains retards de développement, puis ils seraient aussi plus susceptibles de développer des maladies chroniques comme l'asthme et comme aussi des allergies qui peuvent perdurer à l'adolescence et à l'âge adulte. Donc, passons maintenant à l'augmentation du coût de la vie, qui est aussi un aspect préoccupant de l'environnement familial des tout-petits au Québec. Donc, de manière globale, là, si on regarde le coût de la vie, on voit qu'il est à la hausse. Donc, en 2019, l'augmentation annuelle moyenne des salaires était plus élevée que celle du prix des aliments et du logement. Mais par contre, depuis 2021, l'augmentation annuelle des prix des aliments et du logement dépasse celle des salaires. Et puis cette situation-là perdurait encore en 2023. Donc, je vais attirer votre attention là, vers les données qui sont à la droite de la diapo, l'espèce de petit tableau qui montre la hausse des prix pour les aliments, le logement et les salaires en 2019 dans la colonne de gauche et en 2023 dans la colonne de droite. Donc, commençons par la hausse des prix en 2023, qui est la colonne de droite. On voit que le prix des aliments, tout d'abord, a augmenté de 8,3 et les prix du logement ont augmenté de 6,2 pour cette même période-là, l'augmentation des salaires était de 4,6 %. Donc, on voit que les salaires ont augmenté à peu près de moitié par rapport au prix des aliments. Donc, à titre comparatif, si on regarde maintenant la hausse des prix en 2019, on voit que l'augmentation des salaires était de 3,7 et celle des aliments de 3 et du logement de 2 %. Donc, on voit bien que les salaires ont davantage augmenté que le prix des aliments et du logement en 2019. Puis parallèlement à tout ça, on observe qu'environ le quart des parents de tout petits en 2022 considéraient qu'ils n'avaient pas les moyens de subvenir aux besoins de base de leur famille,
comme l'alimentation, les vêtements et le logement. Si on se penche maintenant sur le stress parental, euh, ce qui est aussi un aspect préoccupant de l'environnement familial. Donc, on regardait le stress parental parce que la période de la petite enfance peut être particulièrement exigeante pour les parents parce que les soins que vont requérir les jeunes enfants exigent du temps, mais aussi de la présence. Donc, certains parents se sentent stressés face à leurs responsabilités familiales. Aussi, jongler avec son rôle de parent et son rôle de travailleur peut présenter des défis. Donc, voici ce que nos données mettent en lumière pour 2022. Donc, tout d'abord, environ le quart des parents affichaient un niveau de stress parental élevé. Aussi, près du quart des parents ne se sentaient jamais ou rarement soutenus par leur entourage quand ils n'en pouvaient plus. Et finalement, presque 20% des parents affirmaient avoir un niveau de conflit travail-famille élevé. Donc, ces données sont assez préoccupantes parce qu'un niveau de stress parental intense et des difficultés de conciliation travail-famille peuvent avoir des répercussions négatives sur le développement des enfants. Donc, dans ces situations-là, quand les parents se sentent stressés, le soutien de l'entourage est non seulement très important, mais il peut aussi venir avoir un effet de protection, sur le développement des tout-petits. On va maintenant passer à quelques données sur la maltraitance. Mais pour bien comprendre ces données-là, je vais d'abord vous décrire brièvement le processus de traitement d'un signalement à la DPJ. Donc, au Québec, la DPJ doit intervenir lorsque la sécurité ou le développement des enfants est compromis. Donc, quand un enfant va faire l'objet d'un signalement, la DPJ peut décider si elle va retenir le signalement ou non. Si le dossier est retenu, la situation va être évaluée plus profondément. Puis quand l'évaluation va statuer que la sécurité ou le développement de l'enfant sont compromis, l'enfant va être pris en charge, puis il pourra être sujet à la mise en place de mesures de protection par la DPJ. Donc, dans un premier temps, on observe que les signalements à la DPJ sont en hausse. Plus précisément, le taux de signalement traité par la DPJ a augmenté de 29% entre 2017-2018 et 2023-2024. Les signalements retenus ont aussi suivi une tendance à la hausse pendant cette période-là, avec une augmentation de 11%. Donc, la maltraitance est un facteur de risque important pour le développement des tout-petits. Elle peut avoir des effets négatifs sur tous les domaines du développement, mais aussi sur la santé mentale et la santé physique des enfants. Et plus elle survient tôt, plus les conséquences vont être importantes. Et ces conséquences-là peuvent même persister à long terme pendant la vie adulte de ces enfants-là. Donc, on ne peut pas identifier un seul facteur de risque là, qui serait responsable de la maltraitance. Au contraire, les causes sont généralement multiples, mais aussi étroitement associées entre elles. Et plus le nombre de facteurs de risque auxquels l'enfant va être exposé est grand, plus le risque global de violence et de maltraitance va augmenter. Donc, parmi ces facteurs de risque-là, on retrouve entre autres un logement non acceptable, la pauvreté, un faible soutien social, un haut niveau de stress parental et aussi un parent qui va être aux prises avec un trouble de santé mentale. Donc, parallèlement au signalement, on voit qu'en 2023-2024, le motif le plus fréquent de prise en charge par la DPJ était la négligence et le risque sérieux de négligence. Donc, c'est quoi la négligence? En fait, c'est la difficulté des parents à subvenir aux besoins de base de leurs enfants. Donc, ces besoins fondamentaux peuvent être d'ordre physique, comme se loger, se nourrir, se vêtir, d'ordre sanitaire, comme recevoir les soins nécessaires, voir un médecin, voir un dentiste, et ou éducatif, donc aller à l'école. Donc, la négligence est plus souvent causée par un manque de ressources que par un geste qui va être directement et volontairement dirigé vers l'enfant.
Donc, penchons-nous maintenant sur l'éveil à la lecture. Donc, en 2022, 34,4 des enfants de maternelle 5 ans s'étaient fait lire un livre par un adulte avant l'âge de 6 mois. En comparaison, presque 40 de ces enfants de maternelle 5 ans avaient plus d'1 an lorsqu'un adulte a commencé à leur faire la lecture. Donc, c'est important de noter qu'il n'est jamais trop tôt pour regarder un livre avec un enfant. Au contraire, lire ou montrer fréquemment des images à un enfant dès sa naissance en discutant avec lui peut contribuer à le préparer à son entrée à l'école. Puis aussi, lire avec son enfant favorise l'acquisition de son vocabulaire et ses habiletés de communication orale. Les écrans maintenant. Donc, les écrans font partie du quotidien des tout-petits. Plus précisément, on observe que les parents sont préoccupés par leur propre utilisation des écrans lorsqu'ils sont en présence de leurs tout-petits. Donc, en 2022, plus de la moitié des parents, donc 51 des parents, trouvaient qu'ils utilisaient trop leur cellulaire lorsqu'ils passaient du temps avec leur enfant. Aussi, près de 33 d'entre eux trouvaient difficile de ne pas regarder leur cellulaire lorsqu'ils étaient avec leur enfant. Donc ça, c'est un aspect préoccupant parce que la présence d'un écran peut interférer dans la relation parent-enfant. Donc, quand le parent utilise un écran en présence de son tout-petit, il peut alors réduire la qualité, la quantité de ses interactions avec son enfant. Puis ça peut avoir des répercussions sur le développement langagier et socio-affectif des tout-petits. C'est ce qu'on appelle la technoférence parentale. Donc, dans le portrait, pour chaque environnement à l'étude, on présente des pistes de solutions qui sont en fait des projets, des mesures, des politiques publiques qui sont soit prometteurs, soit documentés, soit évalués. Donc, l'objectif de ces pistes de solutions-là, c'est vraiment d'alimenter les réflexions autour des actions possibles en petite enfance et de proposer des avenues de réflexion aux décideurs. Cette section-là s'appelle Il est possible d'agir. Et donc, si on revient à l'environnement familial, il est possible d'agir pour initier des actions qui vont viser l'amélioration des milieux familiaux des tout-petits. Donc, je vais vous présenter quelques pistes ici. Tout d'abord, il est possible de bonifier les mesures de soutien financier aux familles, particulièrement celles pour les familles défavorisées. Donc, ce type de soutien financier-là permet aux familles de mieux répondre aux besoins de base de leur famille, ce qui réduit notamment le risque d'insécurité alimentaire. Ensuite, des interventions en santé mentale qui offrent un soutien émotionnel et psychologique durant la période périnatale peuvent aider les parents à mieux gérer les défis qui sont liés à la parentalité et aussi à prévenir la dépression périnatale. Donc, il y a deux initiatives là, qu'on présente qui s'inscrivent dans cette optique-là. Tout d'abord, il y a le projet STEP, qui est un acronyme pour soutenir la transition et l'engagement dans la parentalité et qui a été élaboré par une équipe de l'Université du Québec à Trois-Rivières. Puis ce projet-là soutient les besoins particuliers des futurs parents qui ont eux-mêmes vécu des expériences difficiles pendant leur enfance. Donc, ce projet vise à soutenir leur adaptation au cours de cette période de stress important et aussi à favoriser le développement de leur enfant. La seconde initiative, c'est l'intervention Toi, moi, bébé, qui est un programme qui vise à favoriser la santé mentale et le bien-être des futurs et des nouveaux parents. Donc, les thèmes abordés dans le cadre de cette intervention sont la gestion du stress, le soutien social et la coparentalité saine. Donc, le programme a été déployé dans toute la province en juin dernier. Il est aussi possible d'agir en facilitant l'intégration des parents issus de l'immigration. Donc, l'intégration des familles immigrantes n'est pas toujours un parcours qui est sans embûches. Elles doivent souvent faire preuve d'une grande capacité d'adaptation, notamment en ce qui a trait à leur rôle de parents. C'est donc très important que le personnel des services de garde éducatifs, du réseau de la santé et des services sociaux, du milieu scolaire et du milieu communautaire soit sensibilisé à leur situation pour mieux comprendre leurs besoins. Il est aussi possible d'agir pour prévenir la maltraitance. Donc, au Québec, actuellement,
la DPJ est utilisée comme une porte d'entrée vers les services, alors qu'elle devrait plutôt se situer en fin de trajectoire et se consacrer aux situations qui sont vraiment exceptionnelles. Donc, répondre aux besoins chroniques des familles permettrait de réduire ce recours à la DPJ. Par exemple, il y a certaines mesures qui permettent de soutenir les parents dès la naissance de l'enfant et qui pourraient avoir un effet préventif sur la maltraitance. Donc, c'est le cas des services intégrés en périnatalité et pour la petite enfance, donc les CIP, qui prévoient l'accompagnement des familles vulnérables par l'entremise de visites à domicile. Il y a aussi un lien direct entre la pauvreté et l'intervention de la DPJ. Donc, toutes les mesures qui permettent d'améliorer les conditions de vie des familles et de diminuer le cumul de facteurs de stress pourraient contribuer à la prévention de la maltraitance. Une autre manière d'agir est d'offrir du soutien aux familles isolées. Donc, par exemple, le projet Constellation, qui est porté par Concertation Montréal, vise à soutenir les organisations locales pour qu'elles puissent mieux rejoindre les familles isolées et répondre à leurs besoins. On peut également faciliter la conciliation famille-travail pour réduire le stress parental. Donc, il existe plusieurs types de mesures de conciliation famille-travail, puis elles ont un effet important sur le quotidien des parents travailleurs. Donc, elles peuvent notamment toucher à l'aménagement du temps et du lieu de travail, au congé pour les responsabilités familiales, au soutien aux employés à leur famille et aussi à l'adaptabilité de l'organisation. Donc, par exemple, l'initiative Concilivie du Réseau pour un Québec famille accompagne les employeurs qui souhaitent mettre en place des mesures de conciliation travail-famille. Et enfin, sensibiliser les parents sur les effets de leur utilisation des écrans en présence de leurs tout-petits est également une mesure prometteuse pour les protéger. Donc, après cet aperçu dans l'environnement familial des tout-petits au Québec, on va maintenant passer à l'environnement physique. Donc, pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à l'environnement physique? Bien, en fait, parce que le quartier, le logement et la qualité des espaces physiques comme les parcs, les bibliothèques auxquels ont accès les tout-petits vont avoir une influence importante sur leur développement, mais aussi sur leur bien-être. Donc, commençons par les aspects encourageants. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'en 2022, près de 87 des parents avaient une bonne perception de la sécurité de leur quartier ou de leur milieu de vie. Et près des trois quarts des enfants de maternelle 5 ans avaient souvent fréquenté les parcs dans l'année qui précédait leur entrée à la maternelle. Ces deux caractéristiques-là peuvent avoir une influence positive sur le développement des tout-petits. Donc, par exemple, la présence de parcs et d'espaces verts va contribuer à la pratique d'activités physiques et permettre aux tout-petits de développer ses habiletés motrices. Aussi, les habitudes de vie qui sont acquises durant la petite enfance, comme être physiquement actif, ont tendance à perdurer à l'adolescence, à l'âge adulte et peuvent contribuer là, à la santé globale des individus. Il y a certains nouveaux indicateurs qui ont été ajoutés au portrait depuis l'apparition de l'édition précédente, notamment l'exposition des tout-petits à certains contaminants environnementaux, comme le plomb, les pesticides et les polluants éternels. Donc, dans le cadre de cette présentation, on va vraiment se concentrer sur les concentrations de plomb dans le sang des enfants de 3 à 5 ans. Donc, il faut savoir là, que historiquement, il y avait du plomb un peu partout. Donc, le plomb était présent dans plusieurs produits de consommation. Par contre, il y a certaines mesures de santé publique et aussi une certaine réglementation qui ont permis de réduire l'exposition, notamment là, des tout-petits, à ce contaminant-là. Par exemple, la loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation et son règlement sur les bijoux pour enfants vont limiter l'utilisation du plomb dans les jouets, les bijoux, les vêtements, les accessoires, tout ce qui est destiné aux enfants, mais aussi dans la vaisselle en céramique et la vaisselle en verre. Donc, grâce à ces mesures-là, on peut voir sur le graphique que les concentrations de plomb dans le sang des enfants de 3 à 5 ans au Québec ont diminué de 40 entre les périodes 2009-2013 et 2016-2019. Donc ça, c'est une bonne nouvelle parce que le plomb est une substance toxique qui s'accumule dans le corps. Selon l'OMS, donc l'Organisation mondiale de la santé,
Les fœtus, les nourrissons et les tout-petits sont particulièrement sensibles aux effets nocifs du plomb sur le développement du cerveau. Donc, si on passe maintenant aux aspects un peu plus préoccupants, donc on sait que les dernières années ont été marquées par une crise du logement au Québec. Donc, plus précisément, on assiste à une pénurie de logements locatifs qui sont abordables et adéquats, adéquats en termes de taille et d'état des lieux, par exemple. Donc, en 2021, il y avait une famille sur quatre qui vivait dans un logement qui était considéré comme non acceptable. Donc, c'est quoi un logement non acceptable? C'est un logement qui avait au moins une des trois caractéristiques que je vais vous nommer. Donc, la première est qu'il était non abordable. Donc, on considère qu'un logement qui est on considère qu'un logement est trop cher quand le ménage consacre plus de 30 de son revenu avant impôt aux frais du logement. La deuxième condition est qu'il est de taille insuffisante. Donc, il est trop petit, il n'y a pas assez de chambres, par exemple, pour répondre aux besoins de la famille. Et la troisième condition est que le logement va nécessiter des réparations majeures. Donc, on parle, par exemple, de plomberie ou d'électricité défectueuse, de réparations structurelles qui doivent être faites au mur, au sol ou au plafond. Donc, vivre dans un logement qui est non abordable est associé notamment là, à un plus grand risque de retard de développement. Les tout-petits qui habitent dans un logement trop cher ont aussi souvent un plus petit poids que les autres enfants du même âge. Puis ça peut s'expliquer par le fait que les parents ont alors moins d'argent à consacrer à l'alimentation de leurs enfants. Il existe aussi un lien entre les caractéristiques d'un logement et le risque qu'un enfant soit victime de maltraitance. Et enfin, les caractéristiques du logement, par exemple, s'il est très bruyant, s'il est surpeuplé, s'il y a beaucoup de va-et-vient, va avoir des répercussions sur la qualité des interactions verbales entre les parents et les enfants, la sensibilité des parents et aussi le sentiment de compétence parentale. Donc, en ce qui concerne les nuisances, comme les rongeurs, la moisissure, les odeurs, les insectes, il y a certains enfants qui sont plus à risque d'y être exposés. Donc, en 2022, environ un enfant de maternelle 5 ans sur 10 vivait avec ces nuisances. Cette proportion va grimper à 20 chez les enfants qui sont nés à l'extérieur du Canada. La proportion va aussi augmenter au fur et à mesure que le revenu du ménage diminue. Donc, elle passe d'environ 6 pour les enfants qui vivent dans un ménage à revenu élevé à 18 pour ceux qui vivent dans un ménage à faible revenu. Cette situation est préoccupante parce que les enfants de maternelle qui vivent dans un logement dans lequel on retrouve au moins une forme de nuisance sont plus à risque d'être vulnérables sur le plan du développement que ceux qui vivent dans un milieu sans nuisance. Aussi, les enfants en bas âge qui vivent dans des logements insalubres sont plus susceptibles de développer des problèmes de santé comme de l'asthme. Passons maintenant à la fréquentation des bibliothèques, qui est un autre aspect de l'environnement physique des tout-petits. Donc, en 2022, près de la moitié des enfants de maternelle 5 ans n'avaient jamais ou rarement fréquenté une bibliothèque. Puis parallèlement à ça, 3,6 des enfants de maternelle n'avaient pas accès à ce type de service dans leur quartier ou dans leur municipalité. Donc, selon l'enquête québécoise sur le parcours préscolaire des enfants de maternelle 2022, l'ECPEM, les tout-petits qui fréquentent rarement ou jamais une bibliothèque publique avec leurs parents sont proportionnellement plus nombreux à être considérés comme vulnérables sur le plan du développement que ceux qui vont parfois ou souvent à la bibliothèque. Donc, fréquenter une bibliothèque avec son enfant va aussi contribuer à réduire les risques qu'il échoue en lecture et en écriture à l'école, mais aussi faciliter sa réussite éducative de manière générale. Il est possible d'agir collectivement pour améliorer les environnements physiques des tout-petits. Donc, dans un premier temps, il est possible d'agir en poursuivant la création de logements sociaux et abordables. Donc, par exemple, l'organisme à but non lucratif Mères avec pouvoir travaille avec des mères monoparentales d'enfants de 0 à 5 ans qui se trouvent dans un ménage à faible revenu. Donc, l'organisme leur offre entre autres l'accès à un logement social de transition pour une période d'environ 3 à 5 ans
Puis ça va faciliter leur cheminement et favoriser leur autonomie et leur intégration sociale et professionnelle. Aussi, investir dans la revitalisation des logements sociaux existants en garantissant aux anciens locataires de pouvoir réintégrer leur logement est une piste d'action qui est prometteuse. Ce type de mesure-là va profiter directement aux familles qui ont un faible revenu ou qui se trouvent en situation de vulnérabilité. Comme on vient de le voir, garantir l'accès aux parcs et aux espaces de jeux extérieurs est une piste d'action prometteuse, surtout dans les quartiers défavorisés. Donc, en plus d'améliorer l'environnement physique, les parcs et les espaces de jeux extérieurs contribuent à l'augmentation de l'activité physique, à la santé mentale des tout-petits et à leurs interactions sociales. Et finalement, tous les, toutes les familles gagneraient à fréquenter une bibliothèque pour les bienfaits qu'elle apporte au développement et à la réussite éducative des tout-petits. Par contre, ce ne sont pas toutes les familles qui ont une bibliothèque à proximité de leur lieu de résidence, et il y a aussi certaines familles qui ne connaissent pas bien les bibliothèques et leur importance. Donc, dans cette optique, l'organisme en alphabétisation, l'ABC des Hauts Plateaux, en Chaudière-Appalaches, a mis sur pied en 2008 un projet de bibliothèque à domicile, la Bibliomobile. Donc, dans le cadre de cette initiative-là, il y a des intervenantes qui se déplacent dans les villages éloignés pour rendre visite à des familles qui ont des tout-petits et leur prêter des livres. Donc, on arrive maintenant au dernier environnement à l'étude, qui est celui des services de garde éducatifs à l'enfance. Et pourquoi on s'y intéresse? Parce que les milieux de garde jouent un rôle complémentaire à celui des parents et leur qualité peut avoir un effet sur tous les domaines du développement des tout-petits. Donc, les données qu'on a compilées qui touchent au service de garde éducatif à l'enfance mettent tout d'abord en lumière le manque de place. Donc, plus précisément, là, en date du 31 mai 2024, le déficit de place en service de garde éducatif s'élevait à 9 810, une augmentation de 6,4 par rapport à cette même date-là en 2023. Donc, c'est quoi ce déficit de place? En fait, le ministère de la Famille calcule un solde de place pour chaque territoire au Québec. Donc, ce solde de place va permettre au ministère de distinguer les territoires qui présentent un déficit de place de ceux qui présentent un surplus de place. Puis cette donnée va permettre au ministère de cibler les territoires qui présentent un déficit, donc des places manquantes, pour augmenter le nombre de places offertes. Cette donnée diffère de celle des enfants qui sont en attente d'une place. Ce nombre tournait plutôt autour de 34 000 en date du 31 mai 2024. Donc, au-delà du manque de place dans le réseau des services de garde éducatifs à l'enfance, la qualité éducative demeure également un enjeu. Donc, les services de garde éducatifs à l'enfance vont avoir des effets bénéfiques sur le développement des tout-petits qui les fréquentent, à condition que la qualité éducative soit au rendez-vous. Donc, les effets d'un service de garde de qualité se font sentir autant à court terme qu'à long terme. La qualité des services de garde va notamment être associée à de meilleurs taux de diplomation, à une diminution de la criminalité, mais aussi à une diminution de la proportion d'enfants qui ont des besoins de services spécialisés. Donc, ce sont vraiment là, de gros atouts pour une société. Depuis 2019, le ministère de la Famille procède à l'évaluation de certains éléments de la qualité éducative des services de garde éducatifs à l'enfance. Donc, il y a trois dimensions qui sont évaluées par le ministère. Euh, il y a la qualité des interactions entre le personnel éducateur et les enfants, la qualité, l'aménagement des lieux et aussi la qualité de la planification en fonction des besoins spécifiques des enfants. Il y a un rapport récent là, du vérificateur général qui permet de jeter un regard sur l'évolution de la qualité éducative dans les services de garde éducatif à l'enfance. Puis quand on regarde les données du vérificateur général de plus près, on constate que la qualité éducative de tous les types de milieux évalués est en baisse.
Donc, plus précisément, là, si on regarde le graphique, en 2022-2023, près de 8 CPE sur 10 avaient atteint les seuils minimaux de qualité. Donc, les CPE représentent là, la ligne foncée qui est tout en haut du graphique. En 2020-2021, c'était plus de 9 CPE sur 10 qui avaient atteint les seuils minimaux. Pour les garderies, donc les garderies subventionnées ou non subventionnées, ce sont un peu plus de 4 garderies sur 10 qui ont atteint les seuils de qualité. C'est la moitié moins que pour les CPE. Donc, on voit que les CPE demeurent quand même les milieux de garde où la qualité éducative est la plus présente. Puis, pour information, les services de garde en milieu familial ne sont pas évalués ici. Donc, il est possible d'agir aussi pour améliorer certains aspects qui touchent aux services de garde éducatifs à l'enfance. Donc, les enfants qui sont issus de milieux défavorisés sont plus nombreux à ne pas avoir fréquenté un service de garde éducatif avant leur entrée à la maternelle. Mais pourtant, ce sont ceux qui en bénéficieraient le plus. Donc, il est important là, de réduire les inégalités d'accès aux services de garde éducatifs. Aussi, la fréquentation d'un service de garde de qualité peut avoir des bénéfices significatifs sur le développement des enfants. Mais comme on vient de le voir, la qualité éducative dans les services de garde est en baisse dans tous les types de milieux de garde évalués en 2022-2023. Donc, dans ce sens-là, une piste d'action prometteuse consisterait à mettre en place des actions concrètes pour améliorer la qualité des services de garde éducatifs. Donc, par exemple, il y a des enquêtes qui ont noté que les conditions de travail des éducatrices ont une influence sur la qualité éducative. Donc, ces conditions-là incluent, entre autres, qu'elles aient du temps pour planifier leurs activités pédagogiques, mais aussi un salaire horaire plus élevé. Et enfin, les enfants qui ont besoin de soutien particulier gagnent à fréquenter un service de garde éducatif comme tous les autres tout petits. Mais pourtant, le personnel éducateur ne se sent pas toujours bien outillé pour répondre à leurs besoins. Donc, il y a des ressources qui sont disponibles pour permettre au personnel éducateur de gagner en confiance et d'augmenter ses connaissances et ses compétences en inclusion pour pouvoir maintenir et améliorer la qualité des services offerts. Donc, je vais m'arrêter ici pour la présentation des faits saillants. Je vous rappelle que le portrait sera publié mercredi prochain, le 13 novembre. Donc, je vous invite à vous inscrire à notre infolette pour ne pas manquer sa sortie. Et il est évidemment là, beaucoup plus complet que ce qu'on vous a présenté aujourd'hui. Donc, merci beaucoup pour votre écoute et on va maintenant pouvoir répondre à vos questions. Merci beaucoup, Mélissa. On avait déjà une première question qui a été déposée là, dans la boîte questions-réponses. Oui, Donc, on disait, on a indiqué que les revenus des familles ont augmenté. Toutefois, on relève aussi que les familles ont des enjeux pour s'alimenter. oui. Donc, en fait, c'est que le contexte là, de 2020-2021 est à quand même prendre avec des pincettes, là, parce qu'on sait qu'il y a eu un contexte particulier avec la pandémie. Pardon. Il y a eu un contexte particulier avec la pandémie, la crise du logement, la hausse des loyers. Donc, il y a eu beaucoup là, de grands changements dans les années récentes, puis c'est vraiment important là, de garder en tête ces grands changements quand on interprète les données de 2020, de 2021. On nous demande également, est-ce que les résultats sont ventilés par région administrative? Pas encore, mais elles le seront. Donc, on va également publier là, des portraits régionaux à la suite de la publication du portrait provincial, mais leur forme n'est pas encore là, complètement décidée, mais on va pouvoir effectivement là, fournir des données par région administrative. Alors, on nous demande comment les pistes d'action, particulièrement celles pour soutenir les environnements familiaux, ont été répertoriées et sélectionnées pour le rapport.
Donc, c'est ça. Ce sont des initiatives, ce sont des projets, ce sont des mesures publiques qui, à notre sens, sont prometteuses, ou ce sont aussi des projets qui ont été évalués là, sur le plan scientifique, qui ont démontré des résultats, des retombées positives. Donc, il y a plusieurs approches là, qu'on peut prendre pour identifier des pistes de solutions. Ça peut être aussi des pistes qui vont être mises en lumière par certains de nos partenaires. Donc, on a quelques critères là, à respecter pour choisir les pistes de solutions qu'on met dans le portrait. Mais c'est ça, ce sont vraiment les critères principaux sont que ce sont des pistes prometteuses, évaluées, qui ont démontré là, des résultats concrets et ou bien des résultats qui sont, c'est ça, prometteurs, là, qui ont du potentiel. Merci, Mélissa. Puis j'ajouterais qu'effectivement, on ne fait pas une recension exhaustive, donc c'est vraiment présenté là, à titre d'inspiration dans le portrait. Et on avait une autre question qui nous demandait, est-ce que dans le rapport, nous trouverons plus de pistes que celles qui ont été présentées ici? Tout à fait, tout à fait. Donc, on a présenté uniquement là, une fraction des pistes qu'on présente dans le portrait. Donc, oui, il y a plusieurs pages de pistes pour chacun des environnements. Donc, vous allez en trouver beaucoup d'autres. Donc, on n'a pas d'autres questions encore. Si jamais vous avez une question, n'hésitez pas à la déposer. Sinon, n'hésitez pas à nous écrire également s'il y a des questions qui vous viennent là, par la suite. Ça va nous faire grand plaisir. Pas d'autres questions. Ah, pardon. Une dernière question qui vient Oui. de rentrer. Donc, la baisse de la qualité éducative, comment Mhm. l'analyse a été faite pour démontrer cela? En fait, c'est vraiment les données proviennent de l'évaluation par le ministère de la Famille et puis elles ont été compilées dans un rapport du vérificateur général pour voir là, comparer les milieux entre eux, comparer la tendance temporelle. Donc, c'est vraiment à partir de cette compilation de données par le vérificateur général qu'on a pu voir que temporellement, il y a une diminution là, de la qualité éducative dans tous les milieux de garde évalués entre les années qu'on vous a présentées, là. Merci beaucoup, Mélissa. Donc, je pense qu'on va pouvoir conclure. Merci beaucoup tout le monde. Donc, restez à l'affût, là, mercredi prochain. C'est le grand jour. Vous pourrez consulter le portrait dans son intégralité. Puis, comme Geneviève l'a dit, là, n'hésitez pas à nous contacter pour toute question, commentaire. On reste disponible pour y répondre. Merci beaucoup, puis passez un beau week-end et un bel après-midi.